Au mariage de ma sœur, elle m'a humilié, mère célibataire, personne n'en veut. Maman a ajouté, un produit d'occasion. Papa a ri. Soudain, le marié a saisi le micro et la salle s'est figée. Je suis Manon Legrand, j'ai 32 ans, je suis infirmière aux urgences et mère célibataire. Il y a 3 semaines, au mariage de ma sœur, devant 200 invités, elle a saisi le micro et a déclaré « Ma sœur est une mère célibataire, dont personne ne veut. » La salle a ri. Ma mère a renchéri depuis sa table, c'est une femme d'occasion. Mon père a couvert sa bouche pour cacher son sourire narquois. Mon fils de 5 ans, Léo, était assis juste à côté de moi, sa petite main serrant la mienne, les yeux écarquillés d'incompréhension alors qu'il regardait tout le monde rire de sa mère. Mais il y a une personne qui n'a pas ri. Et ce qu'il a fait ensuite a tout changé. En grandissant dans notre maison bourgeoise à Saint-Germain-en-Laye, j'ai appris très tôt qu'il y avait 2 types de filles chez les Legrand, la princesse et la bête de somme. Célia était la princesse. De 4 ans ma cadette, blonde comme notre mère, avec ce charme naturel qui faisait oublier aux professeurs les devoirs en retard et aux garçons les autres filles. Dès qu'elle a su marcher, elle a été le petit ange de papa et la copie conforme de maman. Moi, j'étais la responsable, ce qui, dans le code familial des Legrand, signifiait que j'étais celle qui n'avait pas besoin d'attention parce que je pouvais me débrouiller seule. Pour son gala de fin d'année, Célia a eu une robe de créateur à 500 €, rose poudrée, perlée à la main, le genre qui coupe le souffle quand on entre dans la salle. Pour mon gala, 2 ans plus tôt, ma mère m'avait regardé par-dessus ses lunettes de lecture et avait dit « Manon, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu es du genre simple. Ça te va bien. » J'ai porté une robe trouvée en solde dans un grand magasin. 60 €. Je me souviens encore du prix parce que j'avais économisé l'argent de mes babysitting pour l'acheter moi-même. Nos chambres racontaient aussi l'histoire. Célia avait la chambre d'angle avec balcon donnant sur le jardin, meubles blancs, guirlandes lumineuses au plafond comme dans un magazine de déco. Ma chambre était au bout du couloir, à côté du placard à balai, meublé avec les vieux meubles de notre grand-mère. Je ne détestais pas Célia pour tout ça. Comment aurais-je pu ? C'était juste une enfant profitant d'un système qu'elle n'avait pas créé. Mais il m'arrivait parfois, tard le soir, de me demander ce que j'avais fait de mal. Quel défaut fondamental existait en moi pour que mes propres parents me traversent du regard ? Je ne savais pas alors que ce schéma me suivrait jusqu'au jour de son mariage. J'ai rencontré Julien à 24 ans, lors de ma 2e année d'infirmière à l'hôpital Saint-Antoine. Il était délégué pharmaceutique. Charmant, sûr de lui, le genre d'homme qui vous donne l'impression d'être la seule personne dans une pièce bondée. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Mes parents ont assisté au mariage, mais ont passé la majeure partie de la réception à parler du stage à venir de Célia dans une prestigieuse agence de relations publiques à Paris. Elle ira loin, ne cessait de dire ma mère aux invités. Mes 2 filles réussissent bien, mais Célia, elle a quelque chose de spécial. Lors de ma propre réception de mariage, mon couple s'effondrait déjà plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Julien avait le don de me faire sentir petite, remettant en question mes choix, critiquant mon apparence, m'isolant de mes amis. Au moment où j'ai découvert qu'il couchait avec sa directrice régionale, j'étais enceinte de 7 mois et j'avais perdu presque toute estime de moi. Le divorce a été prononcé quand Léo avait 14 mois. J'avais 27 ans, seul, travaillant de nuit pendant que mon fils dormait dans une garderie qui facturait à l'heure. La réponse de ma mère à la nouvelle ? Un long soupir suivi de « J'ai toujours craint que tu ne saches pas comment garder un homme heureux. » Célia ne laisserait jamais une chose pareille lui arriver. Mon père n'a rien dit. Il ne disait jamais rien. Célia m'a envoyé un SMS une fois pendant toute cette épreuve, c'est nul, mais honnêtement, tu choisis toujours les mauvais mecs. Et c'est la thérapie peut-être. Aucune offre d'aide. Aucune nouvelle de Léo. Aucune reconnaissance du fait que je me noyais. Je n'avais pas besoin de leur pitié. Je me le répétais chaque soir en réchauffant des nouilles instantanées après un service de 12 heures, Léo endormi dans son lit à barreaux dans notre minuscule 2 pièces. J'avais juste besoin qu'ils arrêtent de traiter ma douleur comme un spectacle. Damien Mercier est entré en scène 2 ans avant le mariage. Célia l'avait rencontré lors d'un gala de charité, une soirée chic au profit des enfants placés. Il était avocat spécialisé dans les droits de l'enfant, le genre à prendre des dossiers bénévolement pour les familles qui ne pouvaient pas se payer un avocat. Beau d'une manière discrète, avec des yeux bienveillants et l'habitude d'écouter vraiment quand les gens parlaient.
La première fois que je l'ai rencontré, c'était lors d'un dîner de famille chez mes parents. Célia sortait avec lui depuis 3 mois et voulait l'exhiber. Il m'a serré la main, a remarqué Léo caché derrière mes jambes, et s'est immédiatement accroupi à sa hauteur. « Salut bonhomme, j'aime bien ton t-shirt dinosaure. C'est un T-Rex ?» Léo avait rayonné. Personne dans ma famille ne lui accordait jamais ce genre d'attention. Tout au long du dîner, j'ai surpris Damien observant la dynamique familiale avec un œil d'avocat. La façon dont ma mère ramenait chaque conversation à Célia. La façon dont mon père riait aux blagues de Célia mais reconnaissait à peine les miennes. La façon dont je débarrassais automatiquement la table pendant que Célia restait assise à consulter son téléphone. Plus tard, alors que je chargeais ma voiture, Damien est apparu à côté de moi. « Ta famille te traite-t-elle toujours comme ça ?» a-t-il demandé doucement. J'étais tellement surprise que j'ai failli laisser tomber le sac à langer de Léo. « Comme quoi ? Comme si tu étais invisible. » J'ai forcé un rire. « C'est juste comme ça que nous sommes. Célia est la star. Je suis le second rôle. » Il n'a pas ri, a juste hoché la tête lentement, quelque chose d'illisible dans son expression. « Tu es une bonne mère, » a-t-il dit. « Léo a de la chance de t'avoir. » Puis il est retourné à l'intérieur. Je n'ai pas compris pourquoi ces mots m'ont piqué les yeux, ni pourquoi, pendant des semaines, j'ai continué à repasser cette brève conversation dans ma tête. L'invitation au mariage est arrivée dans une enveloppe crème avec une calligraphie dorée, si épaisse et coûteuse qu'elle ressemblait plus à une convocation royale qu'à une invitation. Célia Marie Legrand et Damien Jacques Mercier sollicitent le plaisir de votre présence. Le lieu était le Georges V, un hôtel 5 étoiles à Paris avec une salle de bal ayant accueilli des sénateurs, des célébrités et au moins une famille royale européenne. 200 invités. Budget estimé, 150 000 €, entièrement financé par mes parents. Pour le contexte, quand je me suis marié, mes parents ont contribué exactement à hauteur de 2 000 € et s'en sont plaints pendant des mois. L'invitation était accompagnée de conditions. Célia m'a appelé 2 semaines avant le mariage. « Manon, je dois discuter de certaines choses. » « Bien sûr. »« Qu'y a-t-il ? » ?»« D'abord, s'il te plaît, porte quelque chose de discret. Des pastels ou des neutres uniquement. Je ne veux pas que quelqu'un détourne l'attention de moi. J'avais prévu de porter une robe vert foncé pour laquelle j'avais économisé. D'accord, je peux faire ça. Deuxièmement, elle marqua une pause, tu dois vraiment amener Léo ? Il a 5 ans. Il va probablement être difficile et gâcher la cérémonie. Célia, je n'ai personne pour le garder. Julien n'est plus dans le tableau. Eh bien, elle me coupa la parole. Mais garde le calme et vous serez à une table au fond pour que tu puisses le sortir rapidement s'il fait une scène. Le matin du mariage, ma mère a appelé. Manon, j'ai parlé avec l'organisatrice. Toi et le garçon êtes à la table 23, près de l'entrée de service. N'en fais pas toute une histoire. C'est le jour de Célia et nous ne pouvons avoir aucune distraction. Distraction. C'est ce que mon fils de 5 ans était pour eux. J'aurais dû le voir alors, le piège, le positionnement, l'orchestration minutieuse de mon humiliation. Mais je ne l'ai pas vu. Je voulais juste survivre à cette journée. La salle de bal du Georges V était époustouflante. Des plafonds vertigineux dégoulinant de lustres en cristal, des roses blanches tombant en cascade de chaque surface. Un quatuor à cordes jouant Vivaldi dans un coin. Le genre de mariage que l'on voit dans les magazines, celui qui fait chuchoter aux invités combien le couple doit être chanceux. Je portais une robe de cocktail gris tourterelle trouvée en solde. Modeste, oubliable, exactement ce que Célia avait exigé. Léo était adorable dans son petit gilet bleu marine et son pantalon beige, les cheveux soigneusement peignés, serrant ma main alors que nous entrions dans cette grandeur écrasante. « Maman, c'est trop beau », chuchota Théil, les yeux grands ouverts. « Oui mon chéri. Allons trouver notre table. » La table 23 était exactement là où ma mère l'avait promis. Nichée dans le coin le plus éloigné, à moitié cachée derrière un pilier, si près des portes de la cuisine que je pouvais entendre le personnel de restauration crier les commandes. Les autres invités à notre table étaient des cousins éloignés que j'avais rencontrés peut-être 2 fois dans ma vie. Personne de ma famille proche n'est venu nous saluer. J'ai regardé mes parents faire leur grande entrée. Ma mère en Valentino champagne, mon père dans un costume Armani parfaitement coupé. Ils parcouraient la salle comme des politiciens, embrassant,
riant, acceptant les compliments sur leur magnifique fille, leur unique fille semblait-il. Célia est entrée 30 minutes plus tard dans une robe Vera Wang qui coûtait probablement plus que mon loyer annuel. Elle était rayonnante, resplendissante, chaque centimètre la princesse qu'elle avait toujours été. Ses yeux m'ont trouvé à travers la pièce. Elle a souri, mais ce n'était pas chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui a déjà gagné et veut que vous le sachiez. En chemin vers la table d'honneur, elle s'est arrêtée à la nôtre. Manon, tu es venue. Bien sûr que je suis venue. Tu es ma sœur. Elle jeta un coup d'œil à Léo, puis me regarda. Rappelle-toi juste ce que j'ai dit pour qu'il reste calme. Puis elle est partie, avalée par une foule d'admirateurs. J'ai vu une notification s'afficher sur le téléphone de ma mère, laissée négligemment sur une table voisine. Rappelle-toi le plan. Mon estomac se serra, mais je me dis que ce n'était rien. La cérémonie fut magnifique. Célia pleura délicatement, des larmes parfaites, alors qu'elle échangeait ses vœux avec Damien. Mes parents rayonnaient depuis le premier rang. Les invités tamponnaient leurs yeux avec des mouchoirs brodés. Je restais assise au fond, Léo sur mes genoux, essayant de ressentir autre chose que du vide. Pendant le cocktail, le photographe rassembla la famille pour les portraits. Je commençais à me lever, lissant ma robe, quand ma mère apparut avec un sourire crispé. Juste la famille immédiate pour celle-ci, Manon. Les parents de la mariée. Je suis sa sœur. Nous faisons d'abord un petit groupe. Tu comprends? Je comprenais. J'avais toujours compris. Léo tira sur ma manche. Maman, pourquoi on ne peut pas être sur la photo? On prendra nos propres photos plus tard, mon cœur. Souris pour maman. J'ai levé mon téléphone et pris une photo de lui, essayant d'ignorer la brûlure derrière mes yeux. À la réception, j'ai regardé depuis notre table éloignée des tantes et oncles que je connaissais depuis toujours s'approcher de la table d'honneur pour féliciter Célia et Damien. Aucun d'eux ne s'est arrêté pour me dire bonjour. Manon, c'est toi. Tante Hélène, la sœur de ma mère, s'arrêta en allant au bar. Elle semblait mal à l'aise. Je ne t'avais presque pas vu ici au fond. Le plan de table est créatif, dis-je, forçant la légèreté dans ma voix. Elle jeta un coup d'œil vers la table d'honneur, puis vers moi. Quelque chose comme de la culpabilité traversa son visage. Patricia a toujours eu ses préférences. Je suis désolé, ma chérie. Avant que je puisse répondre, elle était partie. J'ai remarqué Michael, l'ami de Damien, installant son téléphone sur un petit trépied au bord de la piste de danse, orienté vers la scène. Probablement un direct pour les proches qui ne pouvaient pas être présents. Je n'y ai pas prêté attention alors. Je ne savais pas que ce téléphone deviendrait le témoin le plus important de ce qui allait suivre. Le tintement des couverts contre le cristal fit taire la salle. L'animateur, un homme soigné en costume 3 pièces, s'approcha du micro. Mesdames et messieurs, la mariée voudrait dire quelques mots. Des applaudissements parcoururent la salle de bal alors que Célia se levait de son siège, rayonnante sous la lumière d'une douzaine de projecteurs. Elle prit le micro avec une aisance étudiée, son bracelet Cartier accrochant la lumière. Merci à tous d'être ici, commença-t-elle, sa voix douce comme du miel. C'est le plus beau jour de ma vie, et je suis si reconnaissante de le partager avec tous ceux que j'aime. Elle sourit à Damien, qui la regardait avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire. D'abord, je veux remercier mes parents incroyables. Maman, papa, vous m'avez tout donné. Votre amour, votre soutien, votre confiance en moi. Je suis qui je suis grâce à vous. Ma mère pressa une main sur son cœur, les larmes montant déjà. Mon père hocha la tête fièrement. Et je veux parler de la famille, continua Célia, son ton changeant légèrement, de ce que la famille signifie vraiment. Des leçons que j'ai apprises en observant tout le monde. Ses yeux balayèrent la salle et se posèrent sur moi. La chaleur de son expression refroidit. Surtout ma sœur. Léo se redressa à côté de moi. Maman, tata Célia parle de toi. Je sais, bébé. Chut. Mais quelque chose dans le sourire de Célia me glaça le sang. Ce n'était pas de l'affection. Ce n'était pas de la gratitude. C'était de l'anticipation. Manon, pourrais-tu te lever? Appela Célia, sa voix amplifiée rebondissant sur les lustres. Je veux que tout le monde te voie.
200 visages se tournèrent vers notre table au coin. Mes jambes semblaient remplies de béton, mais je me levai. Léo me regarda, confus. La voilà, dit Célia, son sourire s'élargissant. Ma grande sœur, celle qui m'a appris tant de leçons précieuses sur la vie. Voyez-vous, ma sœur Manon est une mère célibataire. Les mots restèrent suspendus dans l'air, tranchants et délibérés. Quelques invités remuèrent, mal à l'aise. Le sourire de Célia ne vacilla pas. Elle s'est mariée jeune, a eu un bébé, et puis, eh bien, les choses n'ont pas marché. Elle pencha la tête avec une fausse compassion. Son mari l'a quittée. Il ne pouvait pas supporter ça, j'imagine. Et maintenant, elle est seule. Des rires nerveux épars dans la foule. Je sentais mon visage brûler. Ma sœur est indésirable, continua Célia, sa voix portant un soupir théâtral. Aucun homme ne veut d'elle. Je veux dire, pouvez-vous les blâmer? Elle a des bagages maintenant. Un gosse, des factures, tout ce bazar. Plus de rire. Plus audacieux cette fois. Quelques anciennes camarades d'école de Célia à une table voisine gloussèrent dans leur champagne. Je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas respirer. Puis, de la table d'honneur, la voix de ma mère retentit, claire comme du cristal, c'est une femme d'occasion. La salle explosa. 200 personnes riant, ma mère riant, mon père couvrant sa bouche, les épaules secouées par un amusement à peine contenu. J'ai regardé Léo. Son petit visage était chiffonné par la confusion, ses yeux passant de moi à la folie hilar. Maman. Sa voix était minuscule, effrayée. Pourquoi tout le monde rit de toi? Je ne pouvais pas répondre. Ma gorge s'était complètement fermée. J'ai vu les notes dans la main de Célia, dactylographiées, préparées, répétées. Ce n'était pas une blague spontanée. C'était planifié, scénarisé, une attaque coordonnée déguisée en discours de mariage. Mais vous savez ce que Manon m'a appris, dit Célia, surfant sur la vague de rire. Elle m'a montré exactement ce qu'il ne faut pas faire de sa vie. Donc vraiment, je devrais la remercier. Elle leva sa coupe de champagne vers moi. À Manon, mon contre-exemple. Les invités levèrent leurs verres. Certains riaient encore. D'autres semblaient mal à l'aise, mais ne disaient rien. Et mon fils de 5 ans regardait sa mère devenir une chute de blagues. Célia n'avait pas fini. Vous savez, en grandissant, tout le monde demandait toujours pourquoi Manon et moi étions si différentes. Elle posa son champagne, arpentant l'estrade comme une artiste, trouvant son rythme. Mêmes parents, même maison, mêmes opportunités. Mais Célia a réussi, et Manon, eh bien. Elle fit un geste vague dans ma direction. Je me sentais mal pour ça. Pauvre Manon, toujours en galère. Pauvre Manon, incapable de garder un homme. Pauvre Manon, coincée dans son triste petit appartement avec sa triste petite vie. Ma mère opinait du chef, s'essuyant les yeux, mais ce n'était pas des larmes de sympathie. C'était des larmes de rire. Mais j'ai réalisé, continua Célia, que certaines personnes sont juste destinées à être des avertissements, pas des exemples. Et ma sœur, c'est le meilleur avertissement que je puisse demander. Applaudissements. De vrais applaudissements. J'ai senti la main de Léo se serrer autour de la mienne. Tout son corps tremblait. Maman, je veux partir, chuchota Théil, la voix brisée. Je sais, bébé. Je sais. Mais mes jambes ne voulaient pas bouger. J'étais figé, épinglé sous le poids de 200 regards jugeurs, du rire cruel de ma mère, du silence complice de mon père. C'était le fond du gouffre. Je pensais que c'était le point le plus bas. J'avais tort. Célia leva à nouveau son verre. Les rires enflèrent et puis, il y eut un mouvement à la table d'honneur. Damien repoussa sa chaise. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux fixés sur la petite forme tremblante de Léo pressée contre mon flanc. Pendant un instant, j'ai cru qu'il partait, qu'il quittait son propre mariage. Au lieu de cela, il marcha directement vers l'estrade, vers Célia, vers le micro. Les rires faiblirent, puis moururent. Personne ne savait ce qui allait se passer, moi y compris. Damien se déplaçait avec détermination, ses chaussures Richelieu claquant sur le sol en marbre dans le silence soudain. Le quatuor à cordes s'était arrêté de jouer. Les invités se figèrent, verre en main, rire suspendu, murmure coupé.
Le sourire confiant de Célia vacilla. Damien, chéri, qu'est-ce que tu... Il ne répondit pas. Ne la regarda même pas. Ses yeux étaient verrouillés sur notre table, sur Léo. Mon fils avait enfoui son visage contre ma hanche, ses petites épaules secouées de sanglots silencieux. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde riait de sa maman. Il savait juste que ça faisait mal. Damien vit cela et quelque chose dans son expression se durcit comme de l'acier. Il atteignit l'estrade ainsi enjambée. Célia tenait toujours le micro, son sourire figé dans la confusion. Damien, assieds-toi. Je n'ai pas fini mon. Il prit le micro de sa main, ne l'arracha pas, ne le saisit pas brusquement, mais le retira calmement, fermement de sa prise, comme on confisque un objet dangereux à un enfant. Damien. La voix de Célia monta dans les aigus, alarmée. Qu'est-ce que tu fais? La salle de bal était devenue complètement silencieuse. 200 personnes retenant leur souffle. Je vis ma mère se lever à moitié de son siège, son visage passant de la confusion à la colère et à la peur. Damien porta le micro à ses lèvres. Je m'excuse pour l'interruption, dit-il, sa voix stable et claire. Mais il y a quelque chose que je dois dire. Il se tourna pour me regarder. Me regarder vraiment. Pas à travers moi, pas au-delà de moi, mais directement moi. Puis il se retourna pour faire face à la foule. J'ai passé 2 ans à observer comment cette famille traite Manon Legrand. 2 ans de dîner où elle est ignorée. 2 ans de fête où elle est exclue. 2 ans à la regarder être traitée comme moins que rien par les gens qui sont censés l'aimer. Célia lui attrapa le bras. Damien, arrête. Tu m'embarrasses. Il se dégagea de son contact. Non, Célia, tu as fait ça toute seule. La voix de Damien porta à travers la salle de bal silencieuse, stable comme une plaidoirie finale. Je suis avocat pour les droits de l'enfant. J'ai consacré ma carrière à protéger les enfants des traumatismes familiaux, des environnements qui les abîment, des adultes qui devraient être plus avisés. Il pointa du doigt notre table, vers Léo, toujours pressé contre ma jambe, toujours tremblant. Ce petit garçon a 5 ans. 5 ans. Et tu viens de lui faire regarder 200 adultes rire de sa mère. Tu l'as traité d'indésirable. Tu l'as traité de marchandise avariée. Tu l'as traité de femme d'occasion. Sa voix se brisa sous une fureur à peine contenue. Devant son enfant. Silence. Un silence absolu et résonnant. Le visage de ma mère était devenu pâle. Mon père fixait son assiette. J'ai passé toute ma vie à me battre contre exactement ce genre de cruauté, continua Damien. Et je ne peux pas faire partie d'une famille qui l'inflige. Il se tourna vers Célia. Elle était figée, son maquillage parfait soudainement criard sous les lumières crues, sa façade soigneusement construite s'effondrant en temps réel. Damien, s'il te plaît, chuchota TL, le micro captant chaque mot. Tu réagis trop fort. C'était juste une blague. Une blague? Son rire sonna creux. Tu as planifié ça. Tu as répété ça. Tu as transformé la douleur de ta propre sœur en divertissement. Il recula d'un pas, créant un gouffre visible entre eux. Je ne peux pas t'épouser, Célia. Je ne le ferai pas. Le halètement collectif de 200 invités fut audible. Et encore une chose, les yeux de Damien trouvèrent le téléphone de Michael enregistrant toujours sur son trépied. Mon cousin Michael diffuse cette réception en direct pour les membres de la famille en Californie qui n'ont pas pu venir. Environ 50 personnes ont été témoins d'exactement quel genre de famille j'ai failli épouser. Il posa le micro sur l'estrade avec un bruit sourd. Je suis désolé pour la perturbation de votre soirée, dit-il aux invités stupéfaits. Le bar est toujours ouvert. Profitez-en. Puis il quitta l'estrade. La digue rompit. Manon. Ma mère était debout, sa robe Valentino tourbillonnant autour de ses chevilles alors qu'elle fonçait vers notre table. Son visage était tordu par la rage. Pas contre Célia, pas contre elle-même, mais contre moi. Qu'est-ce que tu as fait, siffla-t-elle, pointant un doigt manucuré dans ma direction. Qu'est-ce que tu as dit à Damien? Tu as gâché le mariage de ta sœur. Maman, je n'ai rien fait. Tu as toujours été jalouse d'elle. La voix de ma mère monta en un hurlement qui fit taire les murmures hésitants commençant à parcourir la foule. Tu ne supportais pas de la voir heureuse, n'est-ce pas? Tu devais empoisonner Damien contre elle.
Célia s'était effondrée sur sa chaise à la table d'honneur, le mascara coulant sur ses joues. Son moment de triomphe soigneusement construit s'était brisé en un cauchemar très public. Mon père apparut aux côtés de ma mère, l'expression dure. « Qu'est-ce que tu lui as raconté, Manon ?» Dans notre dos. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Je ne lui ai rien dit. Je lui ai à peine parlé. Menteuse. La voix de Célia traversa la salle. Elle était debout maintenant, sa robe Vera Wang semblant se moquer du désastre qui se déroulait autour d'elle. Tu essaies de le monter contre moi depuis le premier jour. Tu ne pouvais pas me laisser avoir une chose, hein? Une journée parfaite. Je sentis le récit changer en temps réel. Les invités qui riaient il y a quelques minutes me regardaient maintenant différemment. Pas avec sympathie, mais avec suspicion. Elle a dû faire quelque chose. Peut-être que la sœur a provoqué ça. Pauvre Célia. Je le voyais arriver. La réécriture de l'histoire juste sous mes yeux. En quelques minutes, j'étais passé de victime à méchante dans l'esprit de 200 témoins. Et j'ai réalisé que si je ne partais pas tout de suite, ce serait mon héritage. La sœur jalouse qui a détruit le mariage de sa cadette pour toujours. Si vous avez déjà été dans une situation où l'on vous a blâmé pour quelque chose que vous n'aviez pas fait, où les gens ont déformé la vérité pour faire de vous le méchant, commentez « Je comprends ». Comme ça, je saurai que je ne suis pas seul. Et si vous voulez savoir ce que j'ai fait ensuite, likez cette vidéo. C'est comme ça que vous me dites que cette histoire vaut la peine d'être finie. Revenons à cette salle de bal. J'ai regardé Léo. Son visage était rouge et taché par les pleurs. Ses petites mains étaient serrées en poing contre sa poitrine. Il essayait tellement d'être courageux, de comprendre pourquoi le monde était soudainement devenu si bruyant, en colère et effrayant. Et à ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Pendant 32 ans, j'avais été celle qui restait silencieuse. Celle qui maintenait la paix. Celle qui absorbait chaque affront, chaque insulte, chaque moment d'oubli. Parce que riposter ne valait pas le drame. Mais ce n'était plus à propos de moi. C'était à propos de mon fils regardant sa mère se faire déchiqueter sans rien faire. Je me suis levé, pas dramatiquement, pas avec défi, je me suis juste levé. J'ai lissé ma robe grise, soulevé Léo dans mes bras. Je n'ai rien dit à Damien, dis-je, ma voix calme et claire. Je n'en avais pas besoin. Il a des yeux. Il vous a regardé me traiter comme une ordure pendant 2 ans, et ce soir, il a finalement décidé qu'il ne pouvait pas vivre avec ça. La bouche de ma mère s'ouvrit et se referma comme un poisson. Tu mens, cracha Célia. Tu as toujours été jalouse, Manon, depuis qu'on est petite. Tu ne supportes pas que je sois mieux que toi. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. Quel était l'intérêt? Au lieu de cela, je me suis tourné et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Derrière moi, j'entendis la voix de ma mère, perçante de désespoir. Manon, reviens ici et excuse-toi auprès de ta sœur tout de suite. Je ne me suis pas retourné. Léo enroula ses bras autour de mon cou, sa joue humide pressée contre la mienne. Maman, chuchota Théil. On rentre à la maison? Oui, bébé. Une pause. Je n'aime pas être ici. Je sais, mon cœur. J'embrassai son front alors que les portes de la salle de bal se profilaient devant nous. La marche de la table 23 à la sortie de la salle semblait faire 40 mètres. Elle en paraissait 400. Je gardais le dos droit, mais pas mesuré. Léo s'accrochait à moi, le visage caché contre mon épaule. Autour de nous, 200 invités étaient assis dans un silence stupéfait, regardant le drame se dérouler comme une pièce de théâtre pour laquelle ils n'avaient pas payé. Je vis Damien debout près de la porte. Il ne fuyait pas la scène. Il attendait. Quand je l'ai atteint, il s'est avancé, bloquant le chemin juste assez longtemps pour parler. Manon. Sa voix était calme, destinée uniquement à moi. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. J'aurais dû. Ne t'excuse pas, je décalai Léo sur ma hanche. Tu viens de sauver mon fils de regarder sa mère être humiliée sans que personne ne s'en soucie. C'est plus que ce que n'importe qui dans ma propre famille a jamais fait. Elle fouilla dans la poche de sa veste et sortit une carte de visite. Papier cartonné blanc simple, texte noir professionnel. Damien Mercier, avocat à la cour, droit de la famille et de l'enfant.
si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, une aide juridique, une référence, n'importe quoi, appelle-moi. Pro bono. Je suis sérieux. Je pris la carte et la glissai dans mon sac à main. Merci. Pour Léo. Derrière nous, je pouvais entendre la voix de Célia monter en hystérie. Ma mère essayant de la calmer. Mon père aboyant des ordres au wedding plané désemparé. Je ne regardais pas en arrière. Je poussais les portes ornées vers le couloir de l'hôtel, mes talons claquant sur le sol en marbre. Léo leva la tête alors que le bruit de la salle de bal s'estompait derrière nous. Maman, tu es triste? Je réfléchis à la question. J'y réfléchis vraiment. Non, bébé, je ne suis pas triste. Pour la première fois depuis très longtemps, je réalisais que je ne mentais pas. Que dirais-tu de crêpes quand on rentre? Son visage s'illumina. Avec des pépites de chocolat. Toutes les pépites de chocolat que tu veux. Le temps que je donne le bain à Léo, le nourrisse et le mette au lit avec son dinosaure préféré, mon téléphone avait accumulé 47 appels manqués, 31 de ma mère, 12 de Célia, 4 de mon père. J'ai fait défiler les SMS assise au bord de mon lit, toujours dans ma robe grise, portant toujours le maquillage que j'avais si soigneusement appliqué ce matin-là. Maman, 22h47, tu as tout gâché. Appelle-moi tout de suite. Maman, 22h52, Célia est hystérique. Damien est parti. Tout est de ta faute. Maman, 23h15, n'ose pas m'ignorer, Manon Elisabeth Legrand. Célia, 23h23, je ne te pardonnerai jamais pour ça. Jamais. Tu as détruit ma vie. Papa, 23h45, ta mère est très contrariée. Tu dois l'appeler. J'ai posé le téléphone face contre terre sur ma table de nuit. Puis j'ai vu un message d'un numéro inattendu. Tante Hélène, la jeune sœur de ma mère, celle qui m'avait approché à la réception. Tante Hélène, minuit 2, Manon, j'ai regardé le live sur le téléphone de Michael. Ma chérie, je suis tellement désolé. Je ne savais pas que Patricia et Célia étaient capables d'une telle chose. J'ai honte de ma propre sœur en ce moment. Sache que tu n'as rien fait de mal. Je suis là si tu as besoin de parler. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. C'était la première reconnaissance de qui que ce soit dans ma famille, élargie ou autre, que ce qui m'était arrivé était mal, pas de ma faute, pas quelque chose que j'avais provoqué ou mérité. Mal. Les larmes que j'avais retenues toute la nuit sont finalement venues. Des larmes silencieuses, le genre que l'on pleure quand on est soulagé et le cœur brisé en même temps. Quelqu'un m'avait vu. Vraiment vu. Et ce simple SMS signifiait plus que 32 ans à espérer que ma propre mère le ferait. Les captures d'écran sont arrivées à 8h47 le lendemain matin. Rachel, ma meilleure amie depuis l'école d'infirmière, avait envoyé un SMS à 3h du matin, ne lis rien avant de m'appeler. Sérieusement, j'ai quelque chose que tu dois voir. À mon réveil, Léo regardait joyeusement des dessins animés dans le salon. Il y avait 17 images en attente dans mes messages. Rachel les avait préfacées par « La fille d'un ami commun sort avec un de tes cousins ». Elle a vu le groupe de discussion de la famille. Manon, ils ont planifié ça. J'ai ouvert la première capture d'écran. C'était une conversation de groupe intitulée « Famille Legrand, sans Manon ». Une conversation dont j'avais été retiré il y a 6 mois après avoir demandé pourquoi je n'étais pas invité au dîner de Noël. Les messages dataient de 2 semaines avant le mariage. Célia, j'ai travaillé sur mon discours. Je vais l'afficher devant tout le monde. Lui faire voir quelle déception elle est. Maman, n'y va juste pas trop fort, ma chérie. On ne veut pas paraître cruel. Célia, maman, elle le mérite. Elle se pointe avec ce gosse comme si elle n'avait pas honte de ses choix de vie. Quelqu'un doit la remettre à sa place. Maman, tu as raison. Elle a toujours été une source d'embarras. Rends juste ça drôle. Les gens adorent quand ça casse un peu. Papa, ne me mentionne juste pas dedans. Célia, fais-moi confiance, elle ne répondra rien. Elle ne le fait jamais. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Il l'avait planifié, orchestré. Ma mère avait aidé à écrire le discours qui me traitait de produit d'occasion devant 200 personnes. Et mon père calme et passif, avait su et n'avait rien dit. Le dernier message de Rachel disait « Je suis tellement désolé, Manon, mais tu devais savoir.
Ce n'était pas spontané. C'était une attaque coordonnée. Elle avait raison. Je devais savoir parce que maintenant je comprenais qu'il n'y avait plus rien à sauver. Je suis resté assise avec les captures d'écran pendant un long moment. Léo s'était endormi sur le canapé, épuisé par le chaos de la veille, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme paisible. Je l'ai regardé dormir et j'ai senti quelque chose s'installer en moi, quelque chose de clair, de froid et de définitif. Pendant 32 ans, j'avais couru après quelque chose qui n'existait pas. L'approbation de ma mère, l'attention de mon père, le respect de ma sœur. Je m'étais plié en quatre, essayant de mériter un amour qui ne viendrait jamais. J'avais accepté des miettes et les avais appelées suffisance. Je les avais laissés me traiter comme un bouche-trou, un personnage secondaire dans ma propre histoire. Et pourquoi ? Pour qu'ils puissent planifier mon humiliation publique comme cadeau de mariage à eux-mêmes. J'ai fermé les captures d'écran et ouvert un nouveau document sur mon téléphone. J'ai tapé 2 mots, nos contacts. C'était tout. Pas de confrontation dramatique, pas d'appel téléphonique larmoyant exigeant des explications, pas de tentative de leur faire comprendre la profondeur de leur trahison. Juste rien. J'allais arrêter d'appeler, arrêter de me présenter aux événements familiaux où je n'étais invité que pour être ignoré. Arrêter d'espérer qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ils me regarderaient et verraient quelqu'un digne d'être aimé. Je n'allais pas l'annoncer. Je n'allais pas leur donner la satisfaction d'une scène qu'ils pourraient transformer en une autre preuve de mon instabilité ou de ma jalousie. J'allais simplement disparaître de leur vie comme ils l'avaient toujours voulu. Silencieusement, complètement, définitivement. Mon téléphone vibra avec un autre appel de ma mère. Je l'ai refusé et j'ai bloqué le numéro. Puis celui de Célia, bloqué. Puis celui de mon père, bloqué. J'ai regardé Léo, dormant toujours paisiblement, et j'ai senti quelque chose d'inconnu se desserrer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas du chagrin. Du soulagement. On va s'en sortir, bébé, lui ai-je chuchoté. Je te le promets. Ils se sont présentés 3 jours plus tard. Je rentrais juste du travail, Léo jacassant joyeusement à propos de la peinture au doigt qu'il avait faite à la garderie, quand je les ai vus debout sur les marches de mon immeuble. Ma mère dans un manteau en cachemire, mon père dans sa tenue de golf habituelle, tous deux ayant l'air d'avoir pris un mauvais tournant vers le mauvais quartier. Manon. La voix de ma mère était glaciale. Il faut qu'on parle. La poigne de Léo se resserra sur ma main. Maman, pourquoi mamie est là? Je ne sais pas, mon cœur. Va attendre à l'intérieur avec Madame Dubois. D'accord, j'arrive tout de suite. Ma voisine âgée était déjà apparue dans son embrasure de porte, attirée par la tension dans le couloir. Elle me lança un regard complice et tendit la main à Léo. Viens, mon chéri. Je viens de faire des biscuits. Une fois qu'il fut en sécurité à l'intérieur, je me tournai pour faire face à mes parents. Tu as bloqué nos numéros, dit ma mère, sa voix tremblant d'indignation. Après ce que tu as fait à ta sœur, tu nous as bloqués. Après ce que j'ai fait? Tu as empoisonné Damien contre Célia. Tu as détruit son mariage. Le lieu exige le paiement intégral. Les traiteurs ne rembourseront pas un centime. As-tu une idée de combien d'argent tu as coûté à cette famille? J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un son sec et amer qui fit tressaillir ma mère. Je n'ai rien fait, maman. Célia s'est levée et m'a traité d'indésirable devant 200 personnes. Tu m'as traité de produit d'occasion. Damien a pris sa propre décision basée sur ce qu'il a vu. C'était une blague. Ma mère leva les bras au ciel. Une blague inoffensive que tu as. Devant mon fils de 5 ans. Ma voix tomba à un calme dangereux. Vous m'avez humilié devant Léo. Il m'a demandé pourquoi tout le monde riait de sa maman. Pour la première fois, quelque chose vacilla dans les yeux de ma mère. Quelque chose ressemblant presque à de la culpabilité, mais cela disparut aussi vite que c'était venu. Célia est dévastée, insista ma mère, sa voix s'adoucissant en ce qu'elle pensait probablement être une inquiétude maternelle. Damien ne répond pas à ses appels. Les photos de mariage sont gâchées. Elle parle de thérapie, Manon. Thérapie. Ma petite fille. Alors la thérapie est peut-être exactement ce dont elle a besoin. Le visage de ma mère rougit. Comment oses-tu? Maman, j'ai levé une main.
Je vais dire ça une fois et ensuite je veux que vous partiez. Elle se tut, le choc traversant ses traits. En 32 ans, je ne l'avais jamais interrompu. Je n'ai pas empoisonné Damien contre Célia. Je lui ai à peine parlé. Il a fait son choix parce qu'il a vu comment cette famille me traite, comment vous me traitez, et a décidé qu'il ne pouvait pas en faire partie. Je n'ai pas fini. Les mots sortirent stables, inébranlables. Vous avez planifié ce discours. J'ai vu les captures d'écran du groupe. Tu as aidé Célia à décider exactement quoi dire. Tu savais qu'elle allait m'humilier, et tu l'as encouragée. Ma mère pâlit. Mon père remua mal à l'aise, soudainement fasciné par une éraflure sur le sol du couloir. Célia pleure, ai-je continué. Bien. Peut-être que maintenant elle comprendra ce que ça fait. Je pleure depuis que j'ai 12 ans, essayant de comprendre pourquoi ma propre mère me regardait comme une déception. Manon, ce n'est pas juste. Tu m'as traité de produit d'occasion, maman. Devant mon enfant, devant 200 personnes, et tu es là à me demander de m'excuser. Le silence s'étira entre nous comme un gouffre. Je vous aime, dis-je doucement. J'ai passé toute ma vie à vous aimer et à espérer que vous m'aimeriez en retour. Mais je ne peux plus faire ça. Je n'élèverai pas Léo dans un environnement où il apprend que l'abus est acceptable s'il vient de la famille. Je fis un pas vers ma porte. Si vous avez déjà dû poser une limite avec quelqu'un que vous aimiez, même quand cela vous brisait le cœur, commentez les limites. Comme ça, je sais que vous comprenez. Et si vous voulez entendre ce qui s'est passé ensuite, continuez à regarder parce que ce que je m'apprête à vous dire prouve quelque chose d'important. Parfois, partir est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Laissez-moi vous ramener dans ce couloir. Le visage de ma mère passa par une douzaine d'émotions en 3 secondes, incrédulité, rage, blessure, calcul, avant d'atterrir sur son arme de choix, les larmes. Manon, sa voix se brisa artistement. Tu vas le regretter. Quand je serai parti un jour, tu regretteras de ne pas avoir été une meilleure fille. La culpabilisation. Du Patricia le grand classique. Il y a 1 an, cela aurait fonctionné. Il y a 6 mois, cela m'aurait fait présenter des excuses. Même il y a 1 semaine, j'aurais pu hésiter. Mais c'était avant qu'elle ne rit en voyant sa propre fille être traitée de moins que rien. Avant qu'elle n'ajoute son propre couteau dans la plaie, avant que je ne voie le visage de mon fils s'effondrer alors que sa grand-mère faisait de sa mère une blague. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que je regarderai en arrière et saurai que j'ai protégé mon enfant des mêmes dégâts que vous m'avez faits. La porte de l'appartement de Madame Dubois s'ouvrit. Léo jeta un coup d'œil, des miettes de biscuits sur le menton. Maman, tu viens? Je lui souris. Un vrai sourire, chaleureux et sûr. Oui, bébé. 1 minute. Ma mère se précipita vers lui, les bras tendus. Léo, mon cœur, viens faire un câlin à mamie. Je m'interposai entre eux, pas agressivement, mais fermement. Non. Le mot resta suspendu dans l'air comme une gifle. C'est mon petit-fils. Et c'est mon fils, et je décide qui a accès à lui. Mon père parla enfin, sa voix rauque d'inconfort. Manon, ta mère est bouleversée. Calmons-nous tous et... Au revoir, papa. Je pris la main de Léo et le guidai vers la porte de notre appartement. Sur le seuil, je me retournai une dernière fois. Ma mère pleurait. De vraies larmes maintenant, ou assez proches. Mon père se tenait impuissant à côté d'elle. Je ne fais pas ça pour vous punir, dis-je. Je fais ça parce que je comprends enfin que je mérite mieux que ce que vous m'avez donné. Puis j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. La vidéo s'est répandue plus vite que ma mère ne pouvait la contenir. En 1 semaine, elle avait fait le tour de la famille Legrand élargie. Cousins, tantes, oncles, cousins issus de Germain que je n'avais jamais rencontrés, passaient comme une preuve dans un procès. Tante Hélène m'a appelé un mardi soir. Manon, je viens de raccrocher avec ton oncle Robert à Bordeaux. Il a vu le live. Il est. Eh bien, il a utilisé des mots que je ne répéterai pas à propos de ta mère et de Célia. Je n'ai demandé à personne de la partager. Tu n'avais pas à le faire. Michael l'a envoyé à sa mère qui l'a envoyé à son club de bridge qui l'a envoyé à tout le monde. Ma chérie, tu sais comment fonctionnent les commérages de famille. Je le savais. C'était le même réseau qui avait répandu des rumeurs sur mon divorce,
mon échec à garder un mari, mon statut de déception familiale. Maintenant, ce réseau travaillait en ma faveur. Ta mère a essayé de m'appeler hier, a continué tante Hélène. Elle voulait que je l'aide à gérer l'histoire. Je lui ai dit que l'histoire s'était gérée elle-même au moment où elle a ouvert la bouche devant 200 témoins et une caméra. Malgré tout, j'ai ressenti une petite étincelle de satisfaction inattendue. Comment va Célia? Tante Hélène hésita. Pas bien. Damien a officiellement mis fin aux choses. Sa famille a renvoyé les cadeaux de fiançailles avec une lettre de leur avocat. Quelque chose à propos de différences de valeurs irréconciliables. Une courtoisie professionnelle enveloppant un rejet dévastateur. Et ma mère? Tante Hélène soupira. Elle appelle tout le monde pour essayer d'expliquer que c'était juste une blague qui a dérapé. Mais les gens ont vu la vidéo, Manon. Ils l'ont entendu. Aucune tournure ne change ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. J'ai pensé à ma mère, composant désespérément les numéros des proches, essayant de reconstruire une réputation qu'elle avait détruite en 30 secondes de cruauté joyeuse. Laisse-la faire, dis-je doucement. J'ai fini de m'expliquer à des gens qui ne veulent pas comprendre. Célia a tenté de limiter les dégâts 2 semaines après le mariage. Elle a publié une longue déclaration sur Facebook, soigneusement formulée, professionnellement rédigée, probablement relue par un ami des RP. Je veux aborder le malentendu lors de mon mariage. Ce qui était destiné à être de l'humour familial léger a été sorti de son contexte par ceux qui ne comprennent pas notre dynamique. Ma sœur Manon et moi avons toujours eu une relation ludique, et j'ai le cœur brisé qu'un moment familial privé ait été transformé en quelque chose de malveillant par des parties extérieures avec leurs propres agendas. Cela continuait pendant 6 paragraphes, ne s'excusant jamais, ne reconnaissant jamais une seule fois ce qu'elle avait réellement dit. La section des commentaires est devenue un champ de bataille. Célia, j'ai vu la vidéo. Il n'y avait rien de ludique là-dedans. Tu as littéralement traité ta sœur d'indésirable et ta mère l'a traitée de marchandise d'occasion. Comment est-ce un malentendu? La vidéo circule toujours. On peut tous voir exactement ce qui s'est passé. Meuf, c'est pas ça. Assume ton erreur. Rachel m'a envoyé des captures d'écran de l'effondrement, bien que j'ai déjà mis en sourdine tout ce qui concernait ma famille. Elle se fait détruire, a envoyé Rachel. Ses collègues posent des questions. Quelqu'un a dit que son patron a convoqué une réunion sur la conduite professionnelle en dehors du lieu de travail. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengée. Surtout, je me sentais fatiguée. Quelques jours plus tard, j'ai entendu par tante Hélène que la mère de Damien avait appelé ma mère directement. Elle a dit, et je cite, « Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il se marie dans une famille de harceleurs. Vous devriez avoir honte de vous. » Madame Mercier, une juge aux affaires familiales à la retraite, avait vu assez de dysfonctionnements dans sa carrière pour les reconnaître instantanément. Célia avait perdu son fiancé. Sa réputation s'effondrait. Son travail était sous surveillance et je n'avais rien fait. Je n'en avais pas eu besoin. La vérité avait suffi. Damien m'a appelé 3 semaines après le mariage. J'ai failli ne pas répondre. Le numéro n'était pas enregistré dans mon téléphone, et j'étais devenue méfiante envers les appels inconnus, mais quelque chose m'a fait décrocher. Manon, c'est Damien Mercier. Je me suis assise sur mon canapé, tirant une couverture sur mes jambes. Léo dormait dans la pièce à côté et l'appartement était calme. Damien, salut. J'espère que je ne dépasse pas les bornes en appelant. Je voulais juste. Je voulais m'excuser. Tu t'es déjà excusé à l'hôtel. Pas correctement. Il expira et j'entendis l'épuisement dans sa voix. J'ai regardé ta famille te traiter comme de la boue pendant 2 ans. 2 ans, Manon. Et je me suis dit que ce n'était pas ma place de dire quoi que ce soit. Que Célia finirait par mûrir, qu'ils étaient juste difficiles. Tu ne savais pas à quel point c'était grave. J'en savais assez. Sa voix se durcit d'auto-reproche. Je suis un avocat pour les enfants. J'ai bâti ma carrière sur la reconnaissance des dynamiques familiales toxiques. Et je suis resté là et j'ai laissé faire parce que j'étais amoureux de quelqu'un qui ne méritait pas cet amour. Je ne savais pas quoi répondre à ça. La crudité de sa confession me laissa sans voix. Ce soir-là, continua-t-il, quand j'ai vu le visage de Léo. Mon Dieu, Manon, ce petit garçon regardant sa mère être détruite pour le divertissement. Je ne pouvais plus rester silencieux.
Tu n'es pas seulement resté silencieux. Tu as mis fin à ton propre mariage. C'était la bonne chose à faire, la seule chose. Il marqua une pause. Je pensais ce que j'ai dit à propos de l'aide juridique. Si jamais tu as besoin d'assistance pour des questions de garde ou si ta famille essaie de te harceler, n'importe quoi, je t'aiderai. Sans condition, sans frais. Pourquoi? Parce que ton fils mérite d'avoir quelqu'un dans son coin, et toi aussi. J'ai senti les larmes piquer mes yeux, mais ce n'étaient pas des larmes tristes. Merci, Damien. Pour tout. 6 mois ont passé. Étrange comme la vie se reconstruit quand on retire les gens qui ne cessaient de la démolir. J'ai reçu une promotion au travail, infirmière-chef, service des urgences. Ma surveillante m'a appelé dans son bureau un mardi quelconque et a dit « Manon, tes scores de satisfaction des patients sont les plus élevés de l'unité. Tu es calme sous la pression. Tu es compatissante, et tu es exactement le genre de leader dont nous avons besoin. Félicitations. » J'ai pleuré dans les toilettes après. Des larmes de joie, le genre qui vous surprend quand vous commencez enfin à croire que vous pourriez valoir quelque chose. Léo est entré au CP en septembre. Il s'est fait des amis rapidement. Un petit garçon bavard nommé Olivier et une fille calme nommée Sophie qui partageaient son obsession pour les dinosaures. Sa maîtresse a envoyé un mot après le premier mois, Léo est une joie à avoir en classe. Il est gentil, curieux et toujours prêt à aider les autres. Mon appartement était toujours petit, une chambre, une kitchenette, des radiateurs qui craquent, mais c'était chez nous. J'ai accroché les œuvres d'art de Léo sur chaque mur, des dinosaures au crayon et des arcs-en-ciel peints au doigt et un portrait bancal étiqueté maman au feutre violet. Ça ressemblait à un foyer. J'ai commencé une thérapie une fois par semaine, 50 minutes, à déballer 32 ans à m'entendre dire que je n'étais pas assez. Le docteur Chen, une femme à la voix douce et aux yeux bienveillants, m'a aidé à comprendre que le problème n'avait jamais été moi. Vous étiez le bouc émissaire dans un système familial qui avait besoin de quelqu'un à blâmer, m'a-t-elle expliqué lors de notre 3e séance. Votre valeur n'a jamais été déterminée par leur incapacité à la voir. J'ai aussi commencé à sortir à nouveau, nonchalamment, prudemment. Un infirmier de l'unité pédiatrique m'a invité à prendre un café, puis à dîner. Rien de sérieux, mais l'idée que quelqu'un puisse vouloir me connaître, la vraie moi, semblait révolutionnaire. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas la permission d'être heureuse. J'étais juste heureuse. Les tentatives de contact sont venues par vagues. D'abord, une carte d'anniversaire pour Léo. Arrivé avec 2 semaines de retard sans adresse de retour, bien que je reconnaisse l'écriture de ma mère. À l'intérieur, un billet de 100 € et un mot, à notre petit-fils. Tu nous manques. J'ai mis l'argent sur le compte épargne de Léo et recyclé la carte. Puis un SMS d'un numéro inconnu. Célia utilisant le téléphone d'une amie. Manon, nous devons parler. J'ai beaucoup réfléchi. Appelle-moi. Je n'ai pas appelé. Quelques semaines plus tard, un message vocal de ma mère. Sa voix posée dans ce ton particulier de victimisation blessée qu'elle avait perfectionné pendant des décennies. Manon, cela a assez duré. La famille c'est la famille. Tu ne peux pas juste nous couper pour toujours. Je suis ta mère. Ne mérite-je pas une chance d'expliquer? Je l'ai supprimé sans finir. Le plus dur est venu de mon père. Il s'est présenté à mon travail, chose qu'il n'avait jamais faite en 8 ans que j'étais infirmière. Je l'ai trouvé attendant dans le hall, l'air mal à l'aise et déplacé parmi les familles inquiètes et l'équipement qui bipait. 5 minutes, a-t-il dit quand je me suis approché. S'il te plaît. Nous sommes sortis dans l'après-midi gris de novembre. Ta mère a du mal, a-t-il dit. Elle pleure tous les jours. Célia ne veut pas quitter sa chambre. Le Thanksgiving familial était. Il s'est tu. Était quoi? Papa. Vide. J'ai attendu. Je sais que ce qui s'est passé n'était pas bien. L'aveu semblait lui coûter quelque chose. Mais Manon, ta mère t'aime à sa manière. Elle ne sait pas comment. Papa, les yeux coupés doucement mais fermement. J'ai passé 32 ans à attendre que maman m'aime d'une manière qui ne fasse pas mal. Je ne peux plus attendre. Et je ne laisserai pas Léo grandir en attendant aussi. Il a hoché la tête lentement, quelque chose s'effritant derrière ses yeux. Je comprends, a-t-il dit doucement. Et pour la première fois, j'ai cru qu'il comprenait.
Aujourd'hui, alors que j'enregistre ceci, cela fait 8 mois depuis le mariage de ma sœur. Je suis assise dans notre petit appartement, Léo endormi dans la pièce à côté, sa veilleuse projetant des ombres de dinosaures au plafond. Demain, c'est son 6e anniversaire. J'ai un gâteau fait maison dans le frigo, au chocolat avec trop de glaçage, juste comme il aime, et un vélo d'occasion attendant dans le débarras de ma voisine, emballé dans un nœud que j'ai noué 3 fois pour bien faire. J'ai eu ma promotion. Je vois quelqu'un, Michel, l'infirmier pédiatrique, qui me dit que je suis belle et le pense d'une manière que je n'ai jamais entendue auparavant. J'ai des amis qui sont présents, une thérapeute qui m'aide à déballer des décennies de dégâts, et une tante qui appelle tous les dimanches juste pour prendre des nouvelles, et j'ai mon fils. La semaine dernière, Léo a rapporté un dessin de l'école. C'était un devoir sur l'arbre généalogique, et alors que la plupart des enfants dessinaient des grands-parents et des cousins et des réseaux tentaculaires de parents, Léo avait dessiné juste 2 personnages. Une grande femme aux cheveux bruns, un petit garçon à côté d'elle tenant sa main. « C'est notre famille, maman », a-t-il dit fièrement. « Juste nous. » Je l'ai accroché sur le réfrigérateur juste à hauteur des yeux. Ma mère n'a pas arrêté d'essayer de me joindre. Célia non plus. Je reçois le message occasionnel par le biais de proches, la rare lettre manuscrite qui va directement à la poubelle. Je ne les déteste pas. C'est la partie étrange. J'ai passé tellement de temps à être en colère contre le favoritisme, la cruauté, les 1000 petites coupures de grandir invisibles. Mais quelque part en chemin, la colère s'est estompée en quelque chose de plus calme. Pas le pardon, pas la réconciliation, juste la paix. J'ai choisi moi-même. J'ai choisi mon fils. Et ce choix, aussi dur fut-il, nous a sauvés tous les deux. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir. Si vous m'aviez dit il y a un an que je couperais les ponts avec toute ma famille, j'aurais ri ou pleuré. Probablement les deux. J'ai grandi en croyant que la famille était tout, que les liens du sang étaient indestructibles, que l'amour signifiait endurer n'importe quel traitement que vous receviez, parce que c'est ce que font les filles. Les bonnes filles, les filles loyales. J'avais tort. La famille devrait être un endroit sûr. Un espace où vous êtes célébré, pas toléré. Où votre présence est accueillie, pas utilisée comme une arme. Où vos enfants peuvent grandir en sachant qu'ils sont suffisants exactement comme ils sont. Ma famille n'était pas ça. Ma famille était une performance. Et j'étais toujours casté comme la doublure. Voici ce que j'ai appris. Poser des limites n'est pas égoïste. Ce n'est pas froid. Ce n'est pas abandonner les gens qui vous ont blessé. C'est reconnaître enfin clairement que vous méritez mieux que ce qu'on vous a donné. Vous ne devez pas votre loyauté à des gens qui ne vous respectent pas. Pas à votre mère, pas à votre père, pas à votre sœur, à personne. Je pensais que rester silencieuse me rendait forte. Que absorber chaque insulte, chaque comparaison, chaque humiliation publique prouvait d'une certaine manière ma valeur. Regardez combien je peux encaisser. Regardez comme je suis résiliente. Mais le silence n'est pas la force. Pas quand il est né de la peur. Pas quand il vous coûte votre amour-propre. La vraie force est de partir. La vraie force est de se choisir soi-même. La vraie force est de regarder sa mère dans les yeux et de dire « Je mérite mieux que ça ». Léo grandira en sachant que sa valeur n'est pas déterminée par la quantité de critiques qu'il peut endurer. Il apprendra que les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes que vous contrôlez. Il comprendra que l'amour ne ressemble pas à la moquerie publique ou à la cruauté stratégique ou aux blagues conçues pour blesser. C'est mon héritage, pas le nom de famille Legrand. Juste une mère qui a choisi son fils et elle-même. Pour ceux qui se demandent ce qui est arrivé à tout le monde, voici ce que je sais. Célia a commencé une thérapie, selon tante Hélène. Une vraie thérapie avec un professionnel agréé travaillant sur des problèmes qui sont apparemment plus profonds que quiconque ne le réalisait. Je ne connais pas les détails et je n'en ai pas besoin. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. J'espère qu'elle deviendra quelqu'un capable de véritable gentillesse, mais ce n'est pas à moi d'être témoin de son voyage. Ma mère continue de me traiter de difficile et d'impitoyable à quiconque veut l'écouter. Elle a réécrit le récit si minutieusement que certains proches croient que l'incident du mariage était de ma faute. Que j'ai provoqué Célia. Que Damien a toujours été instable. Que toute l'affaire a été disproportionnée. Je ne les corrige pas. Les gens qui comptent connaissent la vérité.
Mon père m'a envoyé un SMS il y a quelques semaines. Juste 3 mots. Je suis désolé. Pas d'explication. Pas d'excuse. Pas de demande de réconciliation. Je l'ai lu. Je suis resté avec un long moment. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai continué ma journée. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas. La guérison n'est pas linéaire et le pardon n'est pas une obligation. Tante Hélène est devenue la famille dont j'avais toujours besoin. Elle descend de Rouen tous les 2 mois pour emmener Léo au musée des enfants, me charge de Tupperware de soupe maison, et ne me met jamais une seule fois la pression pour donner une autre chance à ma mère. La famille, c'est qui est présent, m'a-t-elle dit une fois autour d'un café dans ma cuisine exiguë. Pas qui partage ton nom de famille. Elle avait raison. Damien Mercier a envoyé à Léo une encyclopédie des dinosaures pour son anniversaire. Pas de mots, pas de conditions, juste un cadeau de quelqu'un qui se souvenait d'un petit garçon effrayé et voulait le faire sourire. Les petites gentillesses, elles s'accumulent. Elles signifient plus que 200 invités rieurs ne le pourraient jamais. Alors c'est mon histoire. Un mariage qui est devenu un enterrement, pas pour un couple, mais pour 32 ans à essayer de mériter un amour qui n'allait jamais venir. Un garçon de 5 ans qui a appris à sa mère que certaines personnes valent la peine de se battre et d'autres non. Un choix de partir, pas dans la défaite, mais dans la victoire. Je ne vous raconte pas ça parce que je veux de la pitié. J'ai arrêté d'avoir besoin de pitié quelque part entre le 47e appel manqué et le premier matin où je me suis réveillé sans redouter mon téléphone. Je vous raconte ça parce que je sais que je ne suis pas seul. Certains d'entre vous qui regardent ceci ont des mères qui regardent à travers eux. Des sœurs qui rivalisent au lieu de célébrer, des pères qui restent silencieux quand ils devraient parler. Des réunions de famille qui ressemblent à des champs de mines. Certains d'entre vous sont déjà partis. Certains d'entre vous essaient encore de comprendre comment. Et certains d'entre vous espèrent encore, comme je l'ai fait pendant si longtemps, que si vous essayez juste plus fort, aimez mieux, vous faites plus petit, finalement ils verront votre valeur. Ils ne le feront pas. Pas parce que vous n'êtes pas digne, mais parce qu'ils ne le peuvent pas. Et ce n'est pas votre échec à réparer.